Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux ici. Alors donc on est heureux d'accueillir Monsieur Bruno Witteveudt qui est le président directeur général d'Unilever France, ainsi que Monsieur Yazid Sabeg, commissaire à la diversité et à l'égalité des chances, Madame Soumia Malambo, présidente de l'association des managers de la diversité, donc l'AFMD, et qui est porte-parole diversité du MEDEF, et enfin Kak Sanoussi qui est secrétaire général de la charte de la diversité. Donc, on va donc débattre sur le thème de politique entreprise, les enjeux de la diversité. Donc, le débat sera animé par Madame Christine Kerdelan, qui est directrice adjointe de la rédaction de l'Express. Donc, il va animer cette discussion, aidé de deux étudiants qui poseront leurs questions, au cours de la discussion. Donc, chacun pourra poser ses questions pendant la dernière demi-heure du débat. On ouvrira les questions donc au public. Voilà, je vous remercie beaucoup. Monsieur Butch, vous faites un petit mot d'introduction? Merci. Non, simplement pour dire... D'abord, pour souhaiter la bienvenue à nos invités, les remercier d'être là et de participer à cette initiative. Dire également que ce travail que l'on mène sur la question de la diversité, c'est un travail de fond et un travail de long cours dans toutes ses facettes. Bon, je dirais qu'il y a deux choses pour nous qui comptent. La première, c'est de diffuser l'idée que parmi les futurs managers, quels qu'ils soient, ça peut être des managers d'équipes financières, ça peut être aussi des directeurs RH, ça peut être des fonctionnels de la logistique, peu importe, mais de leur dire que c'est une dimension permanente, omniprésente de leur activité professionnelle qu'il faut prendre en compte. Parce qu'on ne peut pas ignorer dans l'entreprise ce qu'on appelle les externalités. Je ne peux pas dire j'embauche en fonction des critères qui sont les miens et qui est la performance avec des individus parfaitement formatés, et puis ensuite ignorer les conséquences que ça a si toutes les entreprises raisonnent de la même façon. Et donc il faut que l'entreprise prenne en compte la dimension sociale. Alors évidemment, on pense au quartier, évidemment, et parce qu'en effet, c'est sans doute la dimension la plus aiguë au fait qu'on ne peut pas laisser sans futur des jeunes dans des quartiers entiers, et bien évidemment, c'est le problème numéro un. Mais il faut voir plus large, il faut considérer qu'on ne peut pas non plus ignorer dans l'entreprise le problème de la parentalité et des jeunes parents et faire comme si la question de la prise en charge des jeunes enfants ne relevait pas de la vie professionnelle et qu'on pouvait s'en débarrasser. On ne peut pas non plus faire comme si ça n'avait pas de conséquences de licencier tous les seniors à 55 ou à 57 ans, même avec un pont d'or, j'allais dire surtout avec un pont d'or, parce que l'externalité, c'est les charges sociales et le budget social de la nation, et puis c'est le manque à gagner de l'expérience de cette population, etc. Donc ça, c'est la première dimension, c'est faire passer l'idée dans nos formations et chez nos jeunes, que là, il y a un sujet qui est un sujet qu'ils doivent prendre en compte en tant que dirigeant, en tant que manager. Bon. Et puis le deuxième sujet, alors, qui est peut-être plus aigu dans une université comme la nôtre, parce qu'elle est sélective, parce qu'elle a une image qui est recherchée, parce que le capital scolaire, le capital éducatif, il y a certaines familles, certains milieux qui l'ont mieux compris ou qui savent mieux le faire fructifier que d'autres. C'est vrai, on le sait et il faut le dire. C'est la question de la diversification du public. Bon. Et ça, c'est pas simple non plus, c'est comment faire en sorte que, dans Dauphine, il y a un certain nombre de lycéens méritants, d'étudiants méritants, qui ont le niveau, qui viennent là, et qui ne s'autocensurent pas au motif qu'ils considèrent qu'a priori c'est pas fait pour eux, alors que tant d'autres considèrent que ça n'est fait que pour eux. Ça, c'est aussi un sujet, et c'est pour ça que pour nous, la question de la diversité, elle se décline aussi en interne sur la problématique de l'égalité des chances. Et ça, vous l'avez vu sur l'invitation, il y a à la fois l'association Égalité des chances, il y a aussi l'association Dauphine Discussion Débat, et puis les deux questions sont absolument indissociablement liées. Donc c'est enseignement, culture, formation, sensibilisation d'un côté de tous les étudiants, et puis travaux pratiques sur Dauphine en même temps, comment on fait pour élargir. Il y a Renaud Dorandeux, Valentine Cléda qui sont pour la Fondation Dauphine et l'université en charge du programme d'égalité des chances. Je vous assure que c'est pas simple d'ouvrir les portes parce qu'on ne veut pas faire des cadeaux empoisonnés.
On veut que les étudiants qui viennent aient le niveau et se cassent pas les dents sur les difficultés scolaires parce que ce serait pire que tout. Bon, voilà. Et donc, c'est un travail long. On a 2 cordées de la réussite avec 2 lycées du 80, avec 2 séries de lycées dans le 92, dans le 93. On a aussi le soutien des entreprises. Je veux juste mentionner le fait qu'avec Bruno Wittwoet, nous avons signé une convention. L'entreprise Unilever sur Rueil finance notre programme d'égalité des chances avec les lycées du 92, comme elle finance le programme de la ville de Rueil d'embaucher des jeunes qui sont en situation de désocialisation. On a le soutien de KPMG pour accueillir également nos jeunes. Donc c'est un travail collectif. Et puis je veux mentionner quand même aussi un partenariat très fort avec l'Association française des managers de la diversité, dont la présidente, Soumia Malinbaum, est membre du conseil d'administration de l'Université Paris-Dauphine, et avec laquelle notamment nous avons pu impulser une chaire sur la diversité. Et une chaire sur la diversité, ça permet de monter des formations. On a fait une formation continue pour les acteurs. Ça permet aussi de faire des programmes de recherche et d'instiller la problématique de la diversité dans tout l'enseignement de la gestion des ressources humaines. Marie Bruna est ici, elle fait partie des thésards qui travaillent dans cette problématique. Voilà. Et donc tout ça, c'est un travail de fond, obstiné, lent, mais c'est un travail partenarial, AFMD, entreprise, au commissariat, presse, l'ensemble des acteurs qui labourent le terrain et qui font que cette idée qui était au départ portée par quelques-uns et par quelques pionniers, et Soumia le sait, diffuse et devient une valeur partagée aujourd'hui. Voilà, un peu l'état d'esprit. Pardonnez-moi, je suis absolument confus. Je veux dire, monsieur le commissaire, que j'ai une raison louable de vous quitter. C'est que vos collègues nous mettent une pression d'enfer. Et en particulier, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a lancé un programme absolument fabuleux, mais qui nous fait travailler comme des fous depuis 6 mois. Ça s'appelle le Grand Emprunt et l'investissement d'avenir. Et je cours rejoindre mes collègues d'autres établissements parisiens. Nous allons préparer l'audition à laquelle un jury international nous soumet, si j'ose dire, et je ne peux pas déroger à cette obligation. Mais je vous remercie infiniment encore une fois de votre fidélité et de votre présence. Merci à vous. Et donc, bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Monsieur Botch. Politique, entreprise, les enjeux de la diversité. Je suis frappée de voir à quel point on est dans l'actualité. J'en parlais tout à l'heure avec Bruno Wittwoet. Ce week-end, le fameux sondage qui a fait couler tant d'encre, Harris Interactive, sur le premier tour de la présidentielle, qui fait arriver Marine Le Pen en tête, quel que soit le candidat de gauche. On ne dit pas quel que soit le candidat de droite d'ailleurs, mais disons quel que soit le candidat de gauche. Je trouve nous ramène encore davantage dans cette actualité, parce que ça a généré un faux débat sur est-ce que le sondage sur Internet est fiable ou pas, est-ce qu'il fallait payer les interrogés alors que les interviewés sont toujours rémunérés d'une manière ou d'une autre pour tous les sondages. Mais ça nous a vraiment généré un faux débat et on n'attaque pas du tout là, on n'a pas du tout évoqué, ou pas suffisamment en tout cas, la question principale qui était est-ce qu'en France on n'est pas en train de gouverner par la peur, et est-ce que cette montée de Marine Le Pen aurait eu lieu si les Français avaient moins peur de l'émigration éventuelle des pays venus des pays arabes, ou très globalement des banlieues, et si on avait mis simplement en place une politique de la diversité depuis longtemps en France. Alors je simplifie énormément en disant cela, mais je ne peux pas m'empêcher évidemment de faire ce rapprochement. Alors, notre débat ce soir, donc avec des gens très prestigieux, je vais l'organiser de la manière suivante. Je vais permettre à chacun de nos invités de s'exprimer 5 minutes sur le sujet lui-même, sur le fond, comment ils envisagent, comment ils abordent le problème de la diversité. On demandera à M. Senoussi où il en est où on en est aujourd'hui sur la charte de la diversité aussi. Ensuite, peut-être une discussion s'instaurera entre eux sur les questions centrales. Les deux étudiants qui sont prêts à poser des questions pourront le faire aussi. Et ensuite, le dernier quart d'heure, vous pourrez tous poser des questions et le débat deviendra plus général. Donc, à tout seigneur, tout honneur, on va d'abord demander à Yadid Sabeg
qui est, on le sait, à la fois commissaire à la diversité et à l'égalité des chances, mais aussi patron d'entreprise, CS Communication et Systèmes. Comment vous abordez, vous, aujourd'hui, la question de la diversité, et comment vous répondez alors aux questions que j'ai pas citées, mais que les étudiants ont listées pour ce débat, c'est-à-dire est-ce que les entreprises vont s'engager vraiment maintenant, les 3090 qui ont signé la charte de la diversité, vont-elles s'engager vraiment, ou est-ce que c'est un effet d'annonce? Est-ce que pour aller au-delà de l'effet marketing et faire face à la réalité, la diversité ne devrait pas être mesurée, c'est-à-dire, bien sûr, est-ce qu'on ne devrait pas pouvoir avoir l'éternel débat des statistiques ethniques pour lesquelles vous êtes, vous, je crois, favorable? Eh bien, merci d'abord de me donner l'occasion à nouveau de m'exprimer ici sur ce sujet important qui va prendre, soyez-en sûrs, de l'ampleur dans le débat public. Je pense que ça va être une question centrale dans notre pays dans les prochains mois et prochaines années. Je pense que la France ne sait pas gérer sa diversité. Tentons aujourd'hui de nous le prouver avec ce débat sur qu'est-ce que la France, où va la France, que devient la France et la mondialisation, France et la globalisation. C'est une vraie question et pour laquelle les réponses sont simples, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Pourtant, je pense que le fondement même de l'identité de la France, c'est sa diversité. La France n'est ni une nation organique, comme l'Allemagne, ou une nation culturelle, comme l'Allemagne, par exemple, ni une nation multiculturelle, comme la Grande-Bretagne, qui est consubstantiellement multiculturelle, puisque la Grande-Bretagne, c'est une nation où il y a 4 identités différentes. L'anglaise, la galloise, l'écossaise et l'irlandaise. Qui plus est, c'est une nation où les identités sont diverses et affectées territorialement. Et pourtant, ça fait un même pays, ça fait un vrai pays qui est fondamentalement multiculturel. Le multiculturalisme est quelque chose qui est une chose avec laquelle on a l'habitude de se frotter, qu'on n'aime pas, et pourtant le multiculturalisme, j'ai entendu le président l'autre jour dire une forme d'énormité, à laquelle moi je me suis permis de lui répondre. On peut pas dire que quelque chose a échoué, quelque chose qui n'a jamais existé dans notre pays. Jamais en France on a considéré d'égale dignité toutes les cultures. France est un pays qui a une vraie conception ouverte, mais une vraie conception de ce qu'est l'identité de la France. Je disais que la France, c'est être français, c'est à la fois l'amour de la terre et le respect des lois. Après ça, c'est pas très clair dans l'esprit des Français. Et pourtant, en dépit de la diversité qu'on a connue au cours de notre histoire, eh ben on fait une vraie nation puissante, solide, avec un modèle extrêmement robuste qui a été jusqu'à présent très résistant. Il n'y a pas comme en Angleterre, comme en Espagne, même comme en Italie ou dans certains pays d'Europe de l'Est, des tensions nationales qui font que on se déchire ou on n'est pas d'accord sur le destin ou les aspirations collectives ou communes. On n'a pas ce problème. On est vraiment quelque chose d'extrêmement solide. Pourquoi ? Parce que la France, elle s'est bâtie sur la diversité. D'abord, la nation française, que ce soit sous l'Ancien Régime ou que ce soit sous la République, eh ben, elle a toujours été, c'est toujours enrichie de sa diversité, toujours eu des adjonctions multiples, les Alsaciens, les Ardennais, les Flamands, les Bretons, vous en savez quelque chose, les Basques, les Catalans, les Niçois, tout ça c'est un ensemble c'est un agrégat et qui marche dans le même sens et nous avons aussi eu d'autres phénomènes de diversité et d'intégration. La République a eu intégré ceux qui n'étaient pas favorables à la République. Et puis on a eu intégré les fameux Girondins, ceux qui étaient contre l'idée d'une nation avec un État. On a eu intégré également les catholiques qui étaient contre la République. Et puis on a eu des vagues d'immigration d'origine, j'allais dire, diverses, d'Europe de l'Est, de la Méditerranée, et puis il y a eu l'Empire colonial. Et on est arrivé à construire quelque chose qui, finalement, est assez cohérent. Et pourtant, on se pose encore des questions, savoir mais qu'est-ce qu'on est. Il y a des gens qui disent mais il faut qu'on retrouve notre identité judéo-chrétienne.
peut-être, mais je pense qu'elle n'est pas seulement cela. Et je le dis avec d'autant plus de facilité que ici même, tous les élèves qui sont ici, moi qui suis allé à l'école primaire comme tout le monde, ben j'ai eu une éducation qui était fondée sur l'oubli de mes origines. J'ai appris que mes ancêtres étaient des Gaulois. Et je l'ai admis, je l'ai accepté et je l'assume. Ça n'est plus seulement des Gaulois. Et on a du mal à l'expliquer aux jeunes enfants. Songez qu'en France, on ne parle pas de la diversité de la France, en dépit du bouleversement de son peuplement depuis un demi-siècle, puisqu'il y a eu grosso modo une dizaine de millions de nouveaux venus en France qui sont venus essentiellement de l'Empire colonial, d'Afrique du Nord, et puis maintenant beaucoup d'Asie, puisque sa principale immigration est asiatique aujourd'hui en France. Il faudrait peut-être qu'on s'explique sur le fait que on est, notamment aux tout jeunes enfants, on explique que la France, c'est aussi des jeunes Africains, des jeunes Maghrébins, jeunes Asiatiques, et qu'on explique pourquoi il y a cette diversité. Donc je crois que c'est une vraie question dont on doit s'emparer. Et on doit s'emparer de cette question tous azimuts, à l'université, à l'école, dans la vie publique et dans le monde de l'entreprise. Alors le monde de l'entreprise, lui, il est soumis, on va en parler, il est soumis il vit la diversité par le recrutement qu'il doit faire, parce que le marché est mondial aujourd'hui, donc il est obligé de la considérer, et elle s'impose à lui en quelque sorte. Et il faut savoir la gérer. Il faut savoir la gérer sur une base qui est fondamentale, qui fait le corps de la charte de la diversité, c'est que il faut l'égalité de traitement, c'est-à-dire il faut lutter contre la discrimination, il ne faut pas que les différences phénotypiques de genre, d'origine, d'âge et autres constituent autant de critères discriminants qui font qu'on ne peut pas avoir la même carrière, qu'on peut avoir les mêmes aspirations dans l'entreprise. Alors, il y a des processus qu'on peut mettre en œuvre, que d'autres pays ont mis en œuvre avec succès ailleurs, mais c'est une question importante sur laquelle l'entreprise doit avoir une parole extrêmement vive. Voilà, on pourra peut-être en parler après. On va y revenir, bien sûr. Soumya Malamboum, vous êtes le porte-parole de la diversité au MEDEF. Comment est-ce que vous abordez le sujet du débat de ce soir ? Bonsoir. Merci. Je voudrais remercier l'ADEC et l'Université Paris-Dauphine de m'accueillir. Et je fais juste une parenthèse, je trouve que effectivement Dauphine a très tôt pris à bras le corps ce sujet. Et je remercie aussi les enseignants-chercheurs et les gens qui travaillent sur la chaire Management et Diversité. Parce qu'en fait, c'est un sujet on travaille aujourd'hui pour former les managers de demain, et ça fait aussi partie du travail de déconstruction qu'il faut faire, notamment dans des grandes écoles comme celle-ci. Alors, au MEDEF, en fait, il existe un clivage qu'on retrouve dans le monde économique, mais qu'on retrouve par ailleurs, c'est que il y a les grandes entreprises. Alors, on pourrait considérer qu'il y en a peut-être 3000 parce qu'elles ont signé la charte. Plus globalement, les 40 grandes entreprises qui se sont depuis la création de la charte mobilisées, mais complètement et durablement. Et puis, il y a le reste de la France, c'est-à-dire, alors au MEDEF, c'est 700 000 adhérents. En France, c'est 2,5 millions d'entreprises. Et ce sujet n'est pas encore arrivé jusque dans les communes, dans les régions, dans les territoires. Donc voilà résumé le sujet, mais l'engagement est là. Le MEDEF, et Laurence Parisot l'a dit dès son premier mandat, hein, parce que c'est elle qui m'a donné envie de rejoindre ce mouvement. Moi, j'étais chef d'entreprise jusqu'à maintenant. Le MEDEF ne signifiait pas grand-chose pour moi. Hein. Je dirigeais une petite PME. Et donc, il y a eu une vraie volonté. Alors, on est évidemment partenaire de la charte. On a fait plusieurs fois le tour de France pour aller sensibiliser, pour aller vendre cette diversité. Et très vite, on s'est aperçu qu'il fallait adapter la charte parce que les PME ne comprenaient pas. Ensuite, il y a eu le label qui est une vraie démarche de progrès. Aujourd'hui, 270 grandes entreprises ont fait cette démarche de labellisation avec un processus très lourd et très difficile puisqu'on revisite l'ensemble des process RH. Donc,
on est vraiment dans un nouveau, je dirais, dans une conduite du changement et un nouveau paradigme de croissance dans lequel le capital humain, parce que toute la question est bien là aujourd'hui, et je parle dans une université qui est très axée sur la finance, où le capital humain on est en train de le valoriser dans toutes ses diversités. Et en fait, ces diversités, c'est aujourd'hui les points de croissance, les points de la performance du secteur économique de demain. Donc ça, quand on a dit ça, on fait adhérer les grandes entreprises. Elles ont les moyens, elles mettent en place des process et surtout, elles sont dans une approche multidimensionnelle. Et dès le début, moi, je me suis heurtée, et bon, j'en avais parlé également à Yazid, je me suis heurtée à ce phénomène de diversité critère ethno-racial, qui est la réalité en France. Et là, on pourra parler du débat politique et la manière dont on instrumentalise cette diversité-là. Enfin, en tous les cas, comment on l'utilise comme étendard pour des enjeux autres que d'intégration, donc des enjeux politiques. Et je me suis aperçue, moi, très vite qu'il fallait qu'on ait une approche globale. Alors évidemment, on a 18 critères aujourd'hui. C'est fastidieux, vous allez me dire. Eh bien, finalement, non, puisque la diversité, c'est nous tous. C'est nous tous, c'est 70% des effectifs des salariés dans l'entreprise. Alors, est-ce qu'on noie tout ça? Eh bien non, puisqu'à un moment donné, on est tous la minorité d'une majorité, on est tous victimes d'un regard différent, d'un jugement différent, d'un traitement différent, et tout ça au sacrifice d'une compétence, d'une créativité, d'une innovation que l'entreprise, la grande entreprise, a bien compris aujourd'hui. Donc, ce que nous faisons au MEDEF, c'est effectivement, on essaie d'accompagner avec tous les initiatives et les partenariats que nous pouvons faire pour aller accompagner cette démarche. Et puis, sur la partie management de la diversité, on s'est également rapproché évidemment du monde économique. Ça, c'est plutôt la FMD que je préside, où là, on est allé un peu plus loin. On est parti dans une démarche qui était de dire, et le rapport de la HALDE nous l'avait confirmé, 2/3 des discriminations se produisent pendant l'évolution et le déroulé de carrière. Donc on a mis le curseur là et on s'est mobilisé avec des managers opérationnels. Alors bon, il y en a pas beaucoup. Il faut quand même que je vous dise que les managers opérationnels, pour arriver à les mobiliser sur un sujet comme ça, à moins de leur mettre des indicateurs d'évaluation où la diversité peut leur permettre d'avoir un bonus ou pas, mais c'est difficile de les mobiliser. C'est encore un peu le précaré des ressources humaines, mais on est en train d'y arriver. En tous les cas, dans les entreprises, il y a un phénomène de décloisonnement où les gens arrivent à travailler ensemble. Et sorti de l'entreprise, effectivement, le contexte actuel nous fait tout dégringoler en quelque sorte. On a le sentiment que nous, on fait un travail énorme de mobilisation, de mieux vivre ensemble, de travailler ensemble, d'optimisation. Même les grands capitaines d'industrie se mobilisent. Et puis, sorti de l'entreprise, on se retrouve avec un écho médiatique qui est catastrophique, et qui nous oblige, nous, à s'interroger et à voir quel impact, quelle mobilisation on pourrait faire. Et on a un des outils qu'on a produit, puisque c'est aussi le regard souvent de autres. Qu'est-ce que vous faites? Vous parlez beaucoup de communication, mais bon, ça n'avance pas. Les rapports sont toujours alarmants et alarmistes. Il y a toujours autant de discrimination, que ce soit les femmes. On a... pour reprendre les recommandations du rapport Errand et de la commission qu'avait mis en place Yazid Sabeg, nous avons réuni 11 entreprises qui ont planché pendant 6 mois en mettant à disposition toutes leurs données chiffrées y compris sur l'origine, et c'est un des indicateurs qui était sujet à polémique. Et nous avons rendu ce rapport avec 85 indicateurs. Il va être mis en expérimentation pour toutes les entreprises qui le souhaitent, pour pouvoir, dans un an, être capable de dire voilà où nous étions, voilà où nous sommes, pour progresser et pour qu'on puisse enfin arrêter de dire qu'il ne se passe rien dans le monde économique. Merci beaucoup, Soumia.
Alors Bruno Wittwood, si vous êtes là, c'est que vous êtes un modèle par rapport à la question de la diversité. Vous êtes président d'Unilever. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer quel process Unilever a mis en place, et est-ce que pour motiver les managers, vous leur donnez un intéressement particulier lié à la diversité dans les équipes? Non, alors ce que je ferais juste pour replacer un peu dans la perspective historique, mon voisin de gauche, M. Sebag, a dit, Unilever, c'est la fusion d'une société anglo-hollandaise, et avec beaucoup de ramifications dans le monde entier. Donc très fort en Afrique du Sud depuis des années, très fort en Indonésie, très fort en Inde, très fort dans un certain nombre de continents, au Brésil notamment. Et que chez nous, la diversité, on la voit à 3 niveaux. Multiculturalité, vous avez utilisé le terme de multiculturalité. Deux exemples très concrets. Je vais essayer d'être le plus concret pour ne pas rester dans des débats sans dire qu'on est un exemple, parce qu'on est loin d'être un exemple, et on peut toujours mieux faire dans le domaine de la diversité, j'en suis convaincu. Dans notre board, il y a 10 personnes, il y a 5 nationalités différentes. Dans notre comité exécutif, c'est-à-dire les 10 top managers qui donnent vraiment l'impulse sur l'ensemble de la stratégie du groupe, sur les 10 personnes, il y a 7 nationalités différentes. Vous trouverez très peu de groupes internationaux dont le board est constitué de 7 nationalités différentes. Hollandais, anglais, américains, indiens, sud-africains, françaises, une Française qui est patronne de la R&D, 2 femmes, puisque la patronne de la R&D est française, je voyais la question venir, et la patronne de tout ce qui est le légal chez Unilever est une Anglaise. Voilà, donc déjà, je dirais, c'est important, parce qu'au top niveau, ça donne un peu le tempo sur ce qui se passe dans le reste de la société. Alors, multiculturalité, on en a parlé. Deuxièmement, extrêmement important pour nous, c'est ce qu'on appelle le gender diversity. Désolé, chez nous, on est un groupe multinational, donc on utilise beaucoup de terminologie un peu anglo-saxonne, mais c'est, pour être très, très cru, la place de la femme. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que dans les recrutements en France aujourd'hui, par exemple dans le programme de trainee qu'on vient de mettre en place en France, 60% des promotions sont des filles, des femmes. Donc déjà. Et puis on s'aperçoit que plus on monte dans la hiérarchie de la société, plus ce pourcentage en fait il diminue. Hein, on le voit assez souvent et de manière classique. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en place un programme il y a 2-3 ans déjà, qui fait qu'aujourd'hui, si je regarde sur la France, je ne parle que de la France, des jeunes qui ont potentialité de devenir directeurs, donc qui ont un certain ranking, la moitié sont des femmes aujourd'hui. Donc dans mon comité de direction, je n'ai qu'une femme aujourd'hui. J'en avais 2 quand je travaillais en Suède. Alors peut-être que dans les pays nordiques, on les cite souvent d'ailleurs comme des modèles, la Norvège, la Suède, qui sont plus avancés dans ce domaine. Et je sais qu'on doit faire des progrès. J'essayais d'ailleurs, dans un récent recrutement en interne pour un directeur financier, d'avoir une femme. Ça a failli se faire, ça ne s'est pas fait au dernier moment pour des raisons personnelles qu'on n'a pas pu résoudre. Mais il y a vraiment cette volonté aussi, pas uniquement de dire dans les strates de junior manager, on a une représentation féminine, mais comment on leur permet aussi de se développer pour obtenir des postes de direction. Donc là, et vous me posez une question très directe, oui, on a des objectifs clairs. Et moi, j'ai aucun souci à dire, si on ne se fixe pas d'objectifs dans ce domaine, eh ben, on n'arrive à rien. Alors, on ne rémunère pas ces objectifs par des incentives financiers. C'est l'autre partie de votre question. Mais on a tous des objectifs clairs. D'ici à la fin 2012, d'avoir au niveau de postes de direction chez Unilever, et ça concerne Unilever Monde, environ 40% de ces postes occupés par des femmes. Ça, c'est un objectif clair, chiffré. On y sera, on n'y sera pas, mais au moins la direction et le tempo est donné. Et puis, le 3e niveau de diversité qui est extrêmement important pour moi, et je suis placé ici dans un environnement que je connais un petit peu, puisqu'on a démarré un programme avec Dauphine, sous l'impulsion de Renault, c'est le recrutement des jeunes talents. Moi, je me souviens quand je suis sorti de Dauphine en 84, donc il y a quelques années. D'abord, c'est une bonne nouvelle parce qu'en 84, j'étais assis là où vous étiez assis, mais il n'y avait pas de débat sur la diversité. Donc les choses avancent, les choses deviennent plus publiques et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ce débat. Donc, le recrutement des jeunes talents. Moi, quand j'étais étudiant, je voyais les gens qu'on recrutait en marketing, en vente et tout, c'était en général les 3 parisiennes. Et puis de temps en temps, il y avait quelqu'un de Dauphine, ça a été mon cas, qui s'est faufilé. Aujourd'hui, si je regarde les jeunes qu'on recrute dans notre société, on a un panel beaucoup plus élargi d'écoles. Donc on va travailler, bien sûr, toujours avec ces écoles prestigieuses, mais on va aussi faire des choses pour un certain nombre de fonctions avec d'autres écoles. Donc on a enrichi notre panel au niveau du recrutement. Par contre, là où on n'est encore pas bon, c'est dans le profil
et le background culturel des gens qu'on recrute. Et là, on a encore trop de gens qui sont similaires les uns aux autres. Et c'est pour ça que quand Laurent et Renaud sont venus nous voir en disant « on a un programme, on a commencé avec des lycées du 93, mais on aimerait l'étendre maintenant avec des lycées du 92, donc 10 établissements, il faut un financement. » Et l'idée de ce programme, elle est très simple. C'est pas avoir un dossier d'admission à un niveau moindre. C'est de permettre à des gens qui sont issus de lycées relativement, on va dire, de zones défavorisées, d'accéder et de pouvoir présenter un dossier qui sera aussi bon que celui qui vient d'autres établissements pour une entrée potentielle à Dauphine. Et cette année, donc, il y a une promotion de 7 jeunes qui sont rentrés à Dauphine par ce programme. Et qu'est-ce qu'on finance ? C'est très simple. On finance des cours supplémentaires en terminale et en première pour permettre justement à ces jeunes d'accéder à ce niveau-là. Mais ce n'est pas comme peut-être d'autres établissements l'ont pratiqué, un diplôme ou une admission à 2 ascenseurs avec celui qui va plus vite et celui qui va moins vite. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce programme. On a commencé cette année et ça n'est que le début, je le disais encore à Renaud. Alors ce qu'il faut, au-delà de simplement du programme qu'on finance, c'est comment on suit aussi ces jeunes. Donc dès janvier, on a eu une première réunion dans la société avec Renaud qui est venu avec Valentine pour démystifier un petit peu le monde de l'entreprise. Parce qu'il faut reconnaître, je veux dire, où on veut devenir une star du ballon rond, où on veut aller à Star Academy. Mais le monde de l'entreprise, il offre aussi un potentiel de développement pour les gens issus d'un milieu socioculturel différent. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, démystifier ce monde de l'entreprise. Je crois que la première session s'est très bien passée. En tout cas, moi, j'ai trouvé des gens très ouverts, qui posent des questions, qui sont affranchis. On a déjà dans le programme l'idée d'une deuxième rencontre avant l'été, et au lieu de simplement de faire ces rencontres, c'est qu'un jour, moi je souhaite intégrer des stagiaires dans un premier temps, quand ils font leurs études, et je souhaite ensuite intégrer des diplômés de Dauphine, parce que ce qui est sûr, c'est la qualité de la formation qu'ils vont recevoir. Donc, on n'est qu'au début. Et pour l'instant, je dirais, on a mis une goutte d'eau pour commencer et amorcer le programme. Mais beaucoup reste à faire. Donc voilà, j'espère que j'ai été suffisamment concret pour décrire en quelques termes ce que signifie la diversité dans une société comme Unilever. Vous avez été parfaitement clair. Alors, pour terminer, Kak Senoussi, vous êtes donc secrétaire général de la Charte de la diversité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu où on en est aujourd'hui, puisque je crois que la Charte a été lancée en 2002 ? Non ? 2005 ? Oui. Vous avez... Waouh. Oui. Le dossier qu'on m'a donné de Dauphine n'est pas juste. Si. Je voulais d'abord remercier l'ADEC et puis Dauphine, discussion et débat pour cette invitation, ainsi que Paris Dauphine. Et j'espère que grâce à l'entremise de Maria Bruna, on pourra bientôt amorcer un partenariat sur la question de la performance, parce que dans nos éléments, les entreprises qui ont signé la Charte de la diversité mettent la relation diversité-performance en 6e position sur 7 items. On s'est dit que la relation n'est pas encore vraiment faite aujourd'hui et on a peut-être un terrain de travail pour voir à peu près comment l'appréciation est faite. Pour répondre à votre question, je vais vous inviter à prendre ensemble un véhicule. Un véhicule, pour dire quand on rentre dans un véhicule, qu'est-ce qu'on fait ? Normalement, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut ajuster le rétroviseur. Ça permet de voir le passé, non pas parce qu'on est nostalgique, non pas parce qu'on a envie de rehausser le passé pour le plaisir, mais ça permet de voir s'il n'y a pas un retour fracassant de quelque chose, mais ça permet aussi de savoir d'où on vient. Et d'où on vient, Yazid le disait tout à l'heure, il est un des pères fondateurs avec Claude Bébéard, mais aussi une mère fondatrice qui est Laurence Ménieri, et de la Charte de la diversité, à travers d'abord une étude qu'ils ont menée en 2004 sur les oubliés de l'égalité des chances en France. Et partant de là, ils étaient les 2 grands chefs d'entreprise avec Claude Bébéard à dire aux chefs d'entreprise en France: arrêtons de nous cacher derrière notre doigt, les discriminations existent, ce n'est pas un fantasme. Et face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? D'où cette idée géniale qu'ils ont eue en 2004, parce que Yazid, c'est 2004 que vous l'avez créé, Yazid, le 24 octobre 2004. Et donc, ils ont créé cette Charte de la diversité, qui aujourd'hui est le premier mouvement en France où les entreprises s'engagent. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Je vous disais, en voiture, quand on voit le passé, on met la vitesse et on essaie d'avancer. Et quand on regarde un peu, on se dit, la France d'il y a 10 ans n'est pas la France d'aujourd'hui. Et quand nous avons les conférences aux États-Unis ou en Europe, on ne fait pas le cocorico, on ne dit pas qu'on est les tout beaux, mais on dit quand même qu'en France, il y a un mouvement qui est enclenché. Cela ne veut pas dire que tout va bien,
Mais la prise de conscience a commencé à germer dans un certain nombre de têtes. Et là, le travail doit être important aujourd'hui. Important parce que nous avons aujourd'hui plus de 3000 signataires. Ce qui nous frappe aujourd'hui, et on vient de faire un tour de France, on a rencontré presque 4000 personnes. C'est d'abord une première chose, la conception, l'appréhension et la compréhension de la notion de la diversité. Choumia le disait entre autres, la diversité en France, dans l'imaginaire aujourd'hui, c'est la question ethnique. C'est le noir ou c'est le maghrébin. Et quand on fait un peu d'effort, on pense à l'asiatique. Là, vraiment, quand on fait un peu d'effort. Et quand on réfléchit encore, on se dit, mais non, mais il y a les personnes en situation de handicap. Et quand on parle des femmes, on ne sait pas si on dit diversité ou pas diversité. Donc, il y a une confusion. Et cette confusion-là est devenue très réductrice parce que certains le disent, diversité, c'est pour faire la place aux Noirs, aux Maghrébins. Je leur dis, vous avez raison, mais vous avez tort. Parce que la diversité n'est pas réservée à une catégorie spécifique. Et aujourd'hui, ce travail-là, dans les enjeux, c'est de faire comprendre justement que s'ouvrir à la diversité, Yazid et Claude Bébéard l'avaient dit, ce n'est pas un enjeu compassionnel. On ne fait plaisir à personne. Ici, nous sommes tous ici présents. Nous n'avons aucun mérite particulier parce que nous parlons de diversité. Nous n'attendons rien de personne parce que nous sommes pour la diversité. Parce que nous avons compris que cette notion de diversité est en réalité cette ouverture à l'autre qui n'est autre que nous-mêmes. Et aujourd'hui, un des enjeux, c'est de faire en sorte que les uns et les autres puissent comprendre que la diversité, ce n'est pas la politique qu'on fait quand on fait l'autre politique. Ce n'est pas l'annexe, ce n'est pas l'optionnaire, c'est au cœur de toutes les formes de politique. Car une politique qui est basée sur l'inégalité est une politique inefficace. Et deuxième enjeu pour nous, au niveau de la charte, on pense, et c'est un travail que fait Yazid Sabeg depuis quelque temps, il faut une prise de conscience massive politique. Et au-delà de la prise de conscience, il faut de l'audace. Il faut de l'audace pour que le politique ne se dise pas « il y a des élections, je ne vais pas faire ci parce que justement, je risque de perdre des voix ». Quand il n'y a pas de l'exemplarité dans la mise en œuvre des actions, quand nous disons aux entreprises « vous discriminez, vous êtes les méchants, il faut faire ». Mais je suis désolé, en France, là où il y a de la diversité, c'est dans les entreprises. Moi, je suis en disponibilité de l'État. Et je sais que nous sommes l'un de faire le pas. 3% des instituts publics ont signé la charte de la diversité. 3%. Et donc, je pense que les pouvoirs publics ont ce devoir-là, faire à peu près ce que essaient de faire les entreprises. Les entreprises ont pris de l'avance, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, pour nous aujourd'hui, et c'est pourquoi l'action de Yazid Sabeg doit être soutenue et amplifiée, il faut du courage politique à tous les niveaux. À tous les niveaux, sans exception. On s'est amusé à prendre, par exemple, tous les cabinets ministériels. Regardez le nombre de femmes directrices de cabinet. Regardez comment la diversité est appliquée. Parce que, et ça, je n'indexe aucun ministre, mais j'ai pris tous les exécutifs des conseils régionaux, des conseils généraux, des grandes villes. C'est le même constat. Donc, on ne peut pas tenir un discours en public pour dire aux entreprises, vous ne faites pas, et qu'on ne soit pas en mesure de se l'appliquer soi-même. La démarche de l'exemplarité est une démarche nécessaire. Et troisième point pour nous, c'est justement les PME. Parce que les grands groupes, c'est vrai, sont engagés, essaient de faire un certain nombre de choses, et je pense que nous avons aujourd'hui des grands groupes qui font vraiment des actions concrètes. Il y a un certain nombre des grands groupes partenaires de cette université ici, en termes d'accompagnement, mais les plus grandes entreprises en France, c'est les PME. Et les PME aujourd'hui ont besoin d'être accompagnées parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Et cet accompagnement-là exige de nous, acteurs, d'avoir des outils adaptés. On met en place bientôt une mallette pour les entreprises pour pouvoir décliner de manière très opérationnelle la charte de la diversité. Et je finis simplement en disant qu'avoir 3000 signataires, c'est bien, mais ça ne veut rien dire si les 3000 signataires ne font pas. Et notre credo depuis 2010, c'est signer, c'est agir. Quand on n'est pas en mesure d'agir, ça ne sert à rien de faire de la figuration. Oui, mais alors justement, vous disiez à l'instant que la France a progressé, a avancé. Mais comment vous mesurez ça? Mis à part qu'il y a 3000 signataires, mais qui peut-être ne font rien. Oui, vous avez raison, parce que je pense qu'il y a des choses complémentaires. Et ce que nous pouvons dire aujourd'hui en France, et il faut aller plus loin, nous pouvons donner une photographie globale en disant, dans les 3000 signataires, nous avons tel pourcentage qui a travaillé sur les process RH. Nous avons tel pourcentage qui s'ouvre sur d'autres structures pour recruter.
Ils font des forums dans les quartiers. Ils s'adressent à des associations spécialisées. Et nous savons cela. Nous savons qu'il y a un certain nombre qui communiquent au plus. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que quand on ne sait pas mesurer concrètement, on ne sait pas mesurer l'évolution des choses. Et ça, c'est un chantier que Yazid Sabek mène depuis quelques années. Et je pense qu'à un moment donné, l'audace vient ensuite de cela. Parce que de quoi s'agit-il? Les gens ont peur. Quand on dit qu'il faut mesurer, on a peur de créer des communautés. Mais de qui se moque-t-on? Les communautés existent. Des communautés scientifiques. Et je dis, quand je suis aux États-Unis, quand on se retrouve entre Français de toute origine, nous créons une communauté et ça choque personne. Quand nous sommes bretons et quand on se retrouve à Paris dans une association, nous sommes en communauté. Quand nous avons la communauté médicale, c'est une communauté. Ce n'est pas ça le problème. C'est quand la communauté dérive vers le communautarisme, qui est une fermeture sur ses propres règles, c'est là où il y a un problème. Donc, cette question-là de mesure ne doit pas faire peur aux gens, parce que si on ne le fait pas, je dis souvent, vous savez, il y a un groupe de chants ivoiriens, Magic System, si vous connaissez, et ils finissent avec une poésie que je trouve très intéressante. C'est une poésie qui est elle-même héritière d'une poésie berbère, elle-même héritière d'une poésie aztèque. Et ils disent ceci en s'amusant: si vous prenez le chemin de je m'en fous, vous allez arriver dans le village de si je savais. Et ça, c'est important pour nous tous. Bravo. Monsieur Sabeg, on en est où justement en matière de mesures et comment ça a progressé depuis quelques années? Et est-ce que ça a progressé? Écoutez, le président de la République m'avait demandé en 2008 de traiter cette question de façon, la première, d'élaborer des indicateurs pour mesurer la diversité de notre pays sans sombrer dans un écueil qui vient d'être évoqué, qui est finalement de donner une image fragmentée ethniquement de la société française. Moi, je parle de l'hypothèse que la société française est une société fragmentée, pas pour des raisons ethniques, il se trouve que c'est une des raisons, je pense qu'elle est fragmentée pour des raisons territoriales et pour des raisons sociales. Donc c'est un tout autre sujet qui, justement, cette lecture-là ne doit pas nous empêcher d'examiner de quoi est fait notre pays, quelle est sa population. Il faut qu'on soit exhaustif, qu'on ait le courage de regarder en face qui nous sommes, et puis finalement si la mesure de la diversité ne nous amène pas à nous poser des questions sur l'impact social des discriminations. Voilà l'enjeu. Alors j'ai réuni une commission que j'ai confiée à un statisticien éminent qui s'appelle Errand, et je lui ai demandé de prendre son temps, de se sentir tout à fait libre. Je n'ai pas participé particulièrement aux travaux, j'ai donné ma position, il fallait qu'elle soit connue, mais je lui ai demandé de nous élaborer, en définitive, un bilan je dirais, d'état de l'art dans le domaine statistique, la statistique publique, et puis de nous dire comment nous pourrions faire évoluer notre dispositif dans le sens du souhait exprimé par le président de la République, et qui me paraît aller malgré tout dans le sens des intérêts de notre pays, qui est de mieux connaître les processus discriminants. La conclusion du rapport Errand est assez simple. Rien ne doit entraver la recherche scientifique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse poser n'importe quelle question, élaborer n'importe quel corpus statistique, s'il s'agit de recherche scientifique. Les études démographiques, les études sur la population française, sa composition, sa constitution et la façon dont elle évolue, ça c'est de la recherche. Donc je pense que rien ne doit l'entraver, il faut qu'on puisse poser n'importe quelle question aux personnes intéressées. On a rejeté l'idée d'un recensement systématique, a fortiori la constitution de fichiers. Ça c'est une idée qui est rejetée, qui n'a jamais fait l'objet du champ de notre réflexion. Ça n'empêche pas que je ne vois pas d'obstacle à ce qu'on puisse poser un certain nombre de questions dans les recensements. On a parlé du pays d'origine des personnes interrogées, notamment de leurs enfants, pour connaître les trajectoires.
sociale, notamment des migrants. C'est une information, une indication importante, mais qui n'est opératoire et intéressante que pour la seconde génération. Après, le mariage et puis je dirais l'incubation fait que il n'y a plus d'étrangers. C'est le creuset, c'est le mélange, c'est le brassage, la mixité qui fait que, au-delà de la deuxième génération, ça n'a plus beaucoup de sens. Moi, je pense que c'était insuffisant je crois avoir été entendu par la commission Errand qui considère que des enquêtes sont possibles dès lors que des enquêtes sur l'origine des personnes, sur leur ressenti d'appartenance. C'est la formule que j'avais employée lorsque Mme Veil avait réfléchi à la question des réformes constitutionnelles qui étaient nécessaires dans notre pays. Je lui avais dit, le ressenti d'origine, c'est ce qui est utilisé un peu partout. Je pense qu'en France, il faut que nous puissions le pratiquer. Elle avait répondu d'ailleurs que c'était une possibilité qui était ouverte par la Constitution, ce qui est tout à fait vrai. Donc, la commission Errand considère que c'est tout à fait possible et plausible dès lors que on se livre c'est de l'échantillonnage en quelque sorte. On reste sur le domaine du sondage. J'ai retenu cette idée et je l'ai sécurisée juridiquement puisque j'ai demandé au Premier ministre de saisir le Conseil d'État, ce qu'il a fait, pour obtenir un avis, un jugement fondé du Conseil d'État sur la licéité d'enquête sur la base d'échantillons. J'ai demandé au Conseil d'État de nous donner la taille d'échantillons également, sur la base d'échantillons pour recueillir des informations sur une base anonyme et volontaire, anonyme dès la source, puisque le recensement est anonymisé, mais pas dès la source, puisqu'il est nominatif et on anonymise pour le traitement. Donc le Conseil d'État s'est réuni au mois d'avril dernier en Assemblée générale pour traiter cette question importante et a donc validé la licéité des enquêtes. Nous pouvons aujourd'hui, en fait, dans une entreprise, dans un bâtiment, dans un quartier, tout à fait nous livrer à des enquêtes pour recueillir des informations que vous qualifiez d'ethniques tout à l'heure. Donc c'est tout à fait possible opérationnellement et juridiquement aujourd'hui. Rien ne l'empêche de le faire et j'espère qu'on va pouvoir lancer quelques expérimentations. Bientôt, j'ai proposé à ce que dans l'audiovisuel, nous le fassions. Bientôt, cette année ? Oui, je vais le proposer très prochainement. Là, je l'admise dans quelques jours et je vais le proposer à quelques parce que c'est eux qui sont, ma foi, le CSA fait déjà un espèce de suivi, une recension sur la base des phénotypes. Vous savez il y a un rapport diversité. Je pense qu'on peut maintenant aller beaucoup plus loin. On a des instruments beaucoup plus solides au point de vue méthodologique qu'au point de vue juridique. Alors, je ne voudrais pas monopoliser les questions parce que des étudiants ont préparé des questions et ils seraient frustrés de ne pas pouvoir les poser. Donc, je ne sais pas, Sophia peut-être ou... Allez-y. On va peut-être vous passer le micro aussi parce qu'il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas être entendu par tout le monde. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je voulais dire l'intérêt qui est renouvelé de la doctorante que je suis d'écouter une diversité, pour le coup, de panels et de profils sur cette problématique de la diversité qui, oui, effectivement, est au cœur de la problématique dauphinoise, à la fois de recherche et d'action concrète interne. Ce qui est quand même très important, comme cela a été dit par le président, de conjuguer le discours et la pratique. C'est même la base et le fondement de l'efficacité et de la vérité. La question que je voulais vous poser, effectivement, rejoint la problématique qui a été abordée à plusieurs reprises, cette articulation avec la performance. Nous l'avons démontré scientifiquement, la diversité peut être source de performance pour peu qu'elle soit correctement managée et qu'au fond, on ait une conversion éthique et responsable et efficace du management. Il y a un point qui nous semble important, c'est celui au fond, de la gestion du conflit, de la gestion, la prévention d'abord, de la gestion ensuite des conflits, qui sont ces externalités négatives qui font que dans l'opinion publique et parfois chez certains managers opérationnels, on perçoit la diversité comme un problème en termes de diversité de pratiques, la diversité culturelle, la diversité des codes, la diversité des normes ferait qu'il y aurait incompréhension et quand on ne se comprend pas, on ne dialogue pas, alors c'est pas seulement la langue, bien entendu, c'est la langue symbolique qui est problématique et donc cette absence de normes communes ferait qu'il y aurait un déclenchement d'incompréhension et ces incompréhensions nuiraient à la performance. Alors, à très court terme, certaines études montrent que c'est vrai.
je pense, alors à titre individuel, que c'est l'enjeu de demain, et même celui d'aujourd'hui et de cet après-midi, c'est essayer de montrer que la gestion de conflits peut être, d'une part, prévenue, traitée, enseignée, et que c'est peut-être le vrai levier pour éviter que ne se cachent ces externalités positives auxquelles nous croyons. Donc je souhaiterais avoir votre ressenti de présidente de la FMD, de politique et en même temps d'entrepreneurs et bien entendu de co-artisans de cette politique diversité qui nous tient à cœur et qui est un levier effectivement de rayonnement, je pense, pas seulement pour les universités et les entreprises, mais aussi pour la France. Alors, qui commence à répondre? Soumia, peut-être? Non. Merci. C'est l'objet même de la création de la FMD. La FMD, c'est effectivement comment rassembler des managers opérationnels qu'on appelle managers, donc qui sont censés manager. Ce qu'on a découvert un peu, on a ouvert aussi un peu la boîte de Pandore, c'est qu'en fait, finalement, un manager, c'est souvent un expert, un spécialiste qui est devenu manager par évolution de carrière, mais qui n'a pas de formation en tant que tel de manager. Donc, on a découvert un environnement où manager la diversité, c'était d'abord apprendre à manager. Parce qu'effectivement, quand on manage des équipes de même formation, de même culture, de même âge et parfois de même sexe, finalement, on ne manage pas. Hein, et le vrai management, c'est être capable d'appréhender toutes ces diversités. Donc, c'est là où on a commencé à travailler. Immédiatement, on a passé des partenariats académiques avec Dauphine et la création de cette chaire en est l'exemple. On a passé des partenariats avec aujourd'hui une dizaine d'écoles et d'universités, parce qu'il faut être aussi très vigilant sur les partenariats académiques, de ne pas être dans la reproduction également. Et c'est pour ça que nous avons également pris des universités. Et cette recherche-action, donc ces enseignants-chercheurs, viennent dans chacune de nos commissions traiter de la gestion des âges. Donc on a pris justement des sujets un peu de transversalité pour aborder des problématiques qui n'étaient pas clivantes, comme la gestion des temps, comment effectivement gérer l'équilibre vie privée, vie professionnelle, mais également comment appréhender la pratique religieuse ou les fêtes, comment aménager le temps de travail de personnes de cultures différentes. Comment également comprendre les nouveaux modes les modes familiaux, la monoparentalité, appréhender tout ça. Et donc c'est une démarche effectivement éthique en même temps qu'elle est économique, puisqu'il faut avoir une approche de cohésion interne et qu'effectivement cette diversité, si elle n'est pas managée, appréhendée, elle crée de la performance négative dans le sens où elle crée des frictions qui font que les gens n'arrivent pas à travailler en étant le plus optimum possible. Donc, c'est tout l'enjeu de la FMD, c'est comme ça que nous travaillons, et aujourd'hui, on voit l'engouement, mais l'engouement qui dépasse même le sujet des diversités, parce que finalement, la diversité arrive un peu comme un peu comme la cerise sur le gâteau, mais on est en train de parler de management, comment accompagner le changement, comment faire en sorte de faire travailler des seniors, la gestion des âges, et comment faire travailler effectivement des seniors. Dans mon secteur, les nouvelles technologies, les IT, on est seniors à 40 ans, alors que les seniors ont la mémoire des systèmes d'information. Comment les maintenir dans l'emploi et comment les faire travailler avec la génération Y qui aujourd'hui a d'autres envies, d'autres projets. Et finalement, on réinvente ou on crée tout simplement peut-être le mieux vivre et travailler ensemble. Donc ça, on découvre ça, on découvre l'engouement également des entreprises à vouloir le faire. Effectivement, ça reste des grandes entreprises, mais en même temps, on met en tension, je dirais, les partenaires, les fournisseurs, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on n'a pas mentionné, et c'est ce que nous, on mentionne également dans les indicateurs du rapport que nous avons sorti, c'est cette capacité qu'ont ces grandes entreprises à embarquer avec elles leur écosystème partenaires, sous-traitants, fournisseurs,
en ayant la même démarche, c'est-à-dire effectivement de pouvoir avoir une démarche diversité ou même, pour certaines entreprises, d'aller travailler avec ces nouveaux entrepreneurs, ces entrepreneurs issus d'une diversité sociale. Et on sait combien l'auto-entrepreneuriat a eu un succès justement dans les quartiers, puisque ces jeunes ont créé souvent leur entreprise par défi et non pas par dépit. Et finalement, si l'entreprise n'a pas une politique volontaire de recrutement de diversité, parce que la grande entreprise recrute finalement assez moins que la PME, elle peut toujours faire appel à des prestataires, à des sous-traitants qui sont issus de ces diversités, que ce soit des femmes qui créent leur entreprise, que ce soit effectivement les jeunes d'origine maghrébine ou africaine qui ont une vitalité dans les quartiers et qui sont capables d'apporter des prestations, notamment, je pense à certaines grandes entreprises qui sont allées se délocaliser et qui, je trouve, se retrouvent à devoir faire de l'ancrage territorial, mais elles doivent le faire justement en appréhendant l'environnement, c'est-à-dire en faisant travailler à la fois les associations de quartier, créer des emplois localement, alors que pour certaines entreprises, elles se barricadent et elles ont tendance à vivre ça comme un choc. On sait qu'il y a eu beaucoup de soucis dans les délocalisations. Mais ça fait partie également de la globalisation, de la crise économique qui fait qu'aujourd'hui les entreprises doivent aller trouver des coûts de fonctionnement et d'immobilier moins chers. Donc c'est une chance aussi pour ces diversités, mais c'est important aussi d'être bienveillant, d'être vigilant vis-à-vis de ces entreprises en leur disant OK, vous faites des choses, mais vous pouvez aussi faire travailler un environnement favorable. Alors sur la même question, donc du management et des performances, Yazid Sabeg. Écoutez, vous posez une question très difficile et très complexe. Très complexe parce que la gestion de la diversité en entreprise, c'est un processus d'intégration en définitive. Et ça, c'est un processus d'abord volontariste. Vous venez de le dire à l'instant, il faut avoir envie de le faire. Donc il faut que ce soit un processus dans l'entreprise. C'est ce qui reste à faire. Après la signature de l'achat de la diversité, les entreprises l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. Les entreprises plutôt anglo-saxonnes sont plus familières avec ces sujets. Les entreprises françaises sont plus frileuses. Je connais peu d'entreprises qui ont vraiment mis en place la totale, c'est-à-dire de dire voilà nos objectifs, clairement affichés. 10%, 15% de femmes, 20% de femmes ou 50% de cadres. Moi, c'est ce que je me suis fixé dans mon entreprise. Moi, j'ai 96% de cadres dans mon entreprise. C'est un chiffre énorme. J'ai souhaité en avoir la moitié, j'en ai à peu près 40%. La diversité, moi, je souhaitais avoir 20% de phénotypes issus de la diversité. On n'y est pas encore, mais bon, on a encore beaucoup d'efforts à faire. Il faut avoir des objectifs. Il faut que ces objectifs ils soient partagés. C'est un premier sujet qu'on dise, voilà pourquoi c'est utile, nécessaire, important, utile à la cohésion de l'entreprise, utile à la performance de l'entreprise. Les efforts les diversités qui sont, les diversités au pluriel, il y a des sujets qui vont de soi, les femmes. C'était hier la journée de la femme qui nous montrait d'ailleurs qu'il y avait encore un long chemin à parcourir pour avoir une égalité homme-femme. Celle-là avance et puis on n'a pas peur de dire on est prêt à mettre en place des quotas par exemple, parce que je l'ai entendu dire pour les conseils d'administration. On y va, on avance. Celle-là est acceptable finalement de mesure de correctrice. C'est une égalité des chances. Une forme d'égalité des chances qu'il faut défendre et il faut aller le plus loin possible dans ce domaine. Le handicap, on y a beaucoup travaillé, sujet extrêmement difficile, extrêmement compliqué dans beaucoup d'entreprises. On le voit bien, ça avance doucement. Il y a d'autres pays également qui ont mieux réussi que nous. Et puis il reste un point très dur, c'est la diversité ethnique. Ça avance pas. Ça avance pas. Le plafond de verre existe pour les femmes, bien sûr, mais il existe également, vous imaginez, pour une femme africaine
elles se cumulent. Les handicaps se cumulent. Donc c'est des sujets sur lesquels on a beaucoup de mal à avancer l'entreprise parce que, comme pour les femmes, il y a des préjugés, il y a un conformisme, il y a un confort également qui est de dire mais, finalement, il vaut mieux reproduire à l'identique plutôt que la société française, plutôt que d'innover et de s'ouvrir aux autres. Et puis l'autre sujet, c'est la diversité des formations, qui reste le très gros problème de notre pays. L'importance du diplôme, le frein que ça constitue, le fait que certaines formations, certains diplômes sont à l'origine quand même de nœuds informels dans les entreprises, de processus de cooptation et donc d'exclusion qui existent et qui sont implicites dans les entreprises françaises. C'est très très puissant et très fort. C'est très social, mais ça existe. Et ça c'est le sujet, à mon avis, le sujet de demain, c'est un sujet très important. Donc, on peut avoir des objectifs dans ces domaines, et puis il faut les faire partager aux autres. Puis ensuite, moi je pense qu'il y a un sujet chez nous qui est très important, qui est qu'il faut que la négociation collective s'empare du sujet. Il faut que les représentants du personnel soient conscients que... Alors, vous savez, les syndicats, ils n'aiment pas partager, les domaines partagés avec le chef d'entreprise. C'est chacun sa place. Ça, c'est la règle observée, malheureusement, dans nos entreprises. Quand on a des dizaines et des dizaines de représentants du personnel, individuellement, il y en a qui peuvent dire, oui, ben, c'est vrai, on pourrait partager là-dessus des objectifs, des avis, des opinions. Et puis finalement, collectivement, non, c'est ça qui a sa place. L'entreprise recrute des compétences, c'est votre affaire, c'est pas la nôtre. Or, moi, je pense qu'il faut, pour qu'il y ait une bonne qualité managériale à l'entreprise, qu'il y ait de la cohésion, il faut que ce soit un domaine, les domaines sociaux soient partagés avec le monde de l'entreprise. Et donc, je pense qu'il est essentiel que le bilan social d'entreprise évolue, qu'on ait un accord inter-entreprise qui prenne en compte les questions de la diversité, ce qu'il ne fait pas. Alors, on a signé un accord en 2006, comme disait Soumia tout à l'heure, on a signé un accord en 2006, mais qui n'est pas normatif. Donc, il faut des accords normatifs. Il ne faut pas hésiter à parler d'objectifs et de normes dans ce domaine de l'entreprise, ce qu'on ne fait pas suffisamment. Donc voilà, à mon avis, comment on peut mettre en place une politique de diversité. Alors la norme, c'est la charte, le label, le bilan social, la formation des dirigeants à la diversité, les cercles de qualité pour les collaborateurs. Il y a plein de choses à faire, mais je crois que c'est en mettant en place des normes qu'on évitera les situations conflictuelles et qu'on les affiche et qu'on pourra les partager avec les collaborateurs. Bruno Wittwood, votre avis et votre expérience chez Unilever ? La question est très intéressante, mais elle est un petit peu dangereuse. Parce que vous parlez de diversité et de conflit. Je peux vous dire, le conflit ou la tension, diversité ou pas diversité, c'est le quotidien de l'entreprise, potentiellement. Donc, c'est un sujet véritable, mais je veux dire, il ne faut pas faire une association uniquement directe, parce que ça dépasse bien au-delà de la diversité. Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut, alors là je suis d'accord, une démarche volontariste du leadership. Ça, c'est essentiel. Si on veut faire avancer les choses, il faut que le leadership se mobilise. Il faut l'exemplarité. Moi, je suis toujours très intéressé par, ayant passé plusieurs années à l'étranger, 10 ans avant de rentrer en France, le nombre de lois qu'on est capable de produire en France sur des sujets différents, et en général, le peu d'exemplarité qu'a l'État. Moi, je viens d'un pays où j'ai passé 4 ans, la Suède, j'étais responsable des pays nordiques. Ils ne font pas tout bien, c'est pas ce que je dis. Mais quand l'État s'engage, il est exemplaire. Donc j'étais assez frappé de savoir qu'il n'y avait que 3% des institutions publiques qui s'étaient engagées derrière un projet aussi louable et aussi ambitieux. Alors ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est que quand vous intégrez une entreprise, quelle que soit votre origine religieuse, socio-culturelle, ce qui est important dans le monde de l'entreprise, c'est d'adhérer aux valeurs de l'entreprise. Et ça, on a tendance à dire, chacun vient avec son bagage. Mais le propre du chef d'entreprise, quel qu'il soit, que ce soit une entreprise de service, une entreprise de biens de consommation, c'est est-ce que les gens vont adhérer aux valeurs de l'entreprise ? Chez nous, le respect, le sens de l'équipe, le goût de l'action, l'esprit de croissance. Et quelle que soit votre origine, c'est ça qu'il faut arriver. Alors après, évidemment, comme le disait Soumia, en fonction de vos origines religieuses, ramadan par ramadan, il faut savoir s'adapter aussi. L'évolution des femmes dans des postes à responsabilité,
ce qu'on appelle chez nous agile working, donc possibilité aussi certains jours de la semaine de ne pas être présent physiquement parce qu'on a des contraintes familiales. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'outils qui demandent à être adaptés pour permettre justement à cette diversité de s'exprimer. Mais la diversité, elle doit à la fin adhérer aux valeurs communes de l'entreprise. Donc ça c'est extrêmement important, il ne faut pas perdre ça de vue. Est-ce que la diversité a un coût? Parce qu'en fait, souvent, ce qui arrête les entreprises, c'est moins la peur que les coûts. C'est quoi le coût? La diversité, pour moi, c'est une richesse. Est-ce qu'il y a un coût au départ? Mais pourquoi il y aurait un coût? Un coût de quoi? Enfin, je vous le dis en tant que mon expérience. Je ne dis pas partout, mais je dis quand on va recruter quelqu'un de Dauphine, je vais le dire franchement, s'il vient du programme qu'on a initié, donc dans 4 ans, s'ils sont diplômés, ou ceux qui feront un doctorat plus, c'est quoi le coût? On va recruter ces gens-là au même coût que quelqu'un qui ne sera pas issu de ce programme-là. Donc, diversité ou par diversité, enfin, il n'y a pas pour nous de coût induit. Alors évidemment, si vous parlez des femmes, oui, si on met l'agile working, mais enfin, le coût, ça peut être de dire, oui, il faut équiper avec un ordinateur portable, mettre la DSL chez la personne. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde a la DSL en France pratiquement. Ceci dit, si c'est ça, vous libérez un espace dans vos bureaux. Donc finalement, si vous travaillez d'une manière raisonnée votre agile working, excusez-moi pour le terme anglo-saxon de nouveau, vous avez besoin de moins de mètres carrés pour faire travailler un nombre de personnes parce que vous vous arrangez à planifier. Donc ça demande certainement de la planification. Ça, ce qui est sûr, c'est qu'il faut planifier. Et ça ne se fait pas comme ça tout seul. Mais le coût, s'il existe, on peut le transformer finalement en opportunité. Et il y a plein d'exemples comme ça qui existent. Oui, il y a des analyses économiques qui ont été faites aux États-Unis et en Grande-Bretagne sur l'impact sur la performance de politiques actives de diversité qui donne un résultat qui est plutôt favorable. La balance est plutôt positive. Non, c'est pas un coût, c'est plutôt un vrai avantage économique, bien sûr. Bénéfice. C'est Intel qui a fait une étude extrêmement intéressante. 82 nationalités, près de 100 000 collaborateurs ils ont fait une étude. Ils ont pour le coup des objectifs extrêmement clairs sur le plan de la répartition de leur effectif. Il suffit d'aller chez eux pour se rendre compte que c'est un axe, c'est probablement l'axe numéro 1 de leur développement. La diversité est une source de créativité, c'est une source d'efficacité, une source de cohésion. Soumia voulait ajouter quelque chose et puis après je laisserai parler aussi. Ne pas faire de la diversité, c'est coûteux pour l'entreprise. Par contre, effectivement, parce que là, de toute façon, il y a les contraintes réglementaires, on le voit déjà sur le handicap. Donc ça, et beaucoup d'entreprises aujourd'hui payent et même provisionnent en début d'année ce que va leur coûter les 6%, les non 6% de personnes handicapées dans l'entreprise. Donc ça, et puis surtout, il y a l'enjeu d'image aussi et de réputation qui a un impact important lorsque l'entreprise ne respecte pas et qu'elle est, par le biais de la HALD qui doit, à mon sens, exister, et par des opérations de testing bien encadrées, permet à un moment donné d'identifier l'entreprise dans sa discrimination. Donc voilà, elle a un coût. Kaksenoussi ? Oui, d'abord, cette question de performance, je pense que toute œuvre en entreprise humaine a un coût. La question, c'est la question du rapport entre les objectifs, les moyens, les résultats. Et donc, comme on le voit, dans tous les cas, l'investissement se fait dans tout. Et la gestion de la diversité, quand elle est bien faite, effectivement, on est gagnant, puisque c'est dans un rapport de gagnant-gagnant. Donc forcément, cette question-là, je pense que dans le discours au niveau des entreprises, parler de cette question de performance, on pourra y revenir. Il est important que les gens puissent comprendre. Quand on fait de la sensibilisation, on fait un diagnostic, on paie un cabinet pour accompagner les gens, ce n'est pas de l'argent qu'on jette en l'air. Dans tous les cas, si on ne le fait pas, les conséquences sont plus dramatiques, comme le disait Soumia, par exemple, en termes d'image, en termes de risque juridique. Je reviens justement à cette notion de conflit que vous avez abordée. Pour moi, c'est la base. Vous avez raison de dire, d'être vigilant, de ne pas l'associer systématiquement à la question de la diversité, mais pour une question de pédagogie. Et la question aussi des freins qui font que nous avons des structures, des entreprises qui disent « je ne veux pas faire de la diversité parce que les syndicats ne sont pas d'accord, ou le personnel n'est pas d'accord, ou les fournisseurs ne sont pas d'accord, ou ça ne va pas bien se passer parce qu'il y a un certain nombre de freins réels ou supposés. » Et les conflits émergent souvent à l'annonce ou à l'énonciation de la décision
de s'engager dans une politique de diversité. C'est une première chose. Et aussi de l'arrivée dans une entreprise d'un profil différent. Et là, nous sommes dans une question de management classique. Comment on intègre un profil différent? Et quels sont les outils à mettre en œuvre? Je pense qu'il est important justement, sur cette question-là, la peur ou les a priori, dans les éléments concrets et empiriques des gens qui s'expriment. Et je donnais l'exemple de cette personne à Marseille qui dit « Moi, je ne veux pas que mon chef d'entreprise signe la charte de la diversité. » Pourquoi? Au bout d'une heure d'échange, quand la personne s'est sentie sécurisée dans un espace où elle pense qu'elle peut dire des choses sans que ce soit retenu contre elle, dit oui, parce que dans mon imaginaire, quand il dit je vais signer la charte de la diversité, il dit soit il va ramener des femmes pour prendre ma place, ou c'est des Noirs ou des Maghrébins qui viennent pour prendre ma place. Et donc, il crée un blocage psychologique. Et partant de là, le conflit, vous savez, peut être fonctionnel, créer de la dynamique, pour que ce soit de l'émulation d'esprit, des idées qui viennent, qui s'affrontent pour aller vers quelque chose de productif. Mais en même temps, il peut être dysfonctionnel. Et en cela, il peut mettre l'entreprise en danger. Donc la gestion des conflits est une notion importante qui n'est pas intégrée forcément par tous les managers. Parce qu'on est dans le quotidien, parce que c'est la peur du changement, les résistances au changement. Et donc il faut l'accompagner. Et je pense que dans le discours à avoir ou à intégrer, et Soumia qui est dans la gestion avec les entreprises où on intègre tout, il est important justement de faire cette approche pédagogique sur la diversité. Elle ne peut pas créer des conflits quand on gère bien. Mais quand elle n'est pas bien gérée, il y a un certain nombre de syndromes qui émergent. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le syndrome de la porte pivotante, par exemple. Vous la connaissez? Moi, je ne la connais pas. Hein. Je vous l'explique. Le syndrome de la corde pivotante. De la porte pivotante. Vous savez, la porte, quand elle pivote, elle va dans un sens, elle va dans un autre sens. Et ça se voit, ça s'est manifesté d'abord avec les femmes et beaucoup plus en politique. C'est quand dans un ensemble homogène, on ramène un profil différent, alors là, il y a une réaction qui a eu lieu. Tout le monde trouve que la personne, même si elle n'est pas belle, elle est très belle. Même si elle n'est pas compétente, on magnifie. Et regardez, en politique par exemple, quand on ramène un profil différent, il y a un premier temps où c'est des superlatifs les plus absolus qu'on emploie. C'est bien, c'est ci, c'est ça. Et pareil, en entreprise, ça arrive. Et ça s'est vu avec les femmes au départ. Oui, c'est bien, c'est une femme, et vous avez des propos, je dirais des fois condescendants. Mais quand la gestion n'est pas bien faite, retour de balancier. Il y a un retour de balancier, et on trouve, quelque temps après, des défauts à cette personne. Finalement, elle n'est pas très adaptée. Non, il y a des manières de parler qui ne conviennent pas. Il n'y a pas la compréhension des codes. Et la même personne qu'on a encensée, on est prêt à la descendre. Ça, c'est des mécanismes dus à la non-bonne gestion de la diversité. C'est ça le syndrome de la porte pivotante. Et c'est pourquoi on dit aux chefs d'entreprise, soyez vigilants. Quand dans une entreprise, subitement, vous voyez que la même personne reçoit toutes les critiques, posez-vous la question. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas critiquer, mais il faut être vigilant pour savoir trier le vrai du faux. Alors, oui, vous voulez juste ajouter un mot ? Et c'est pour cette raison que quand on parle de quotas, pourquoi est-ce qu'on dit 20, 30, 40% et vous êtes chercheur, c'est que justement, il y a un phénomène de seuil qui fait qu'on passe effectivement d'une intégration absolument inefficace et qui ne marche pas à un phénomène d'intégration. Et le 30% est le seuil qui semble... effectivement 3 femmes dans un conseil d'administration ou 4, puisqu'on parle même de 40%, la femme ne va pas singer l'homme, elle va à la fois être elle-même et pouvoir s'intégrer. Enfin voilà, ça c'est quelque chose d'important. Je voulais juste rajouter une chose par rapport à la valorisation de la diversité. Est-ce que ça coûte ou ça ne coûte pas cher ? Je voudrais faire un appel. Vous êtes des étudiants, je ne sais pas si vous êtes en finance, en éco, en actuariat, je ne sais pas, ou en management, mais il est essentiel aujourd'hui que les formations dans les business schools intègrent la notion de ce capital humain. J'en reparle parce qu'on voit le bout de la chaîne aujourd'hui quand on écoute la radio, BFM,
tu es président, tout le monde est rivé évidemment sur le cours de bourse, la valorisation des entreprises, elle se fait sur des indicateurs financiers. Et tant qu'on n'aura pas mis tous les acteurs à travailler sur une valorisation de ce que représente ce capital humain, et donc dans toute sa diversité, et qu'on pourra in fine, face au marché, face aux parties prenantes, dire voilà, cette entreprise, elle a un coût, le cours de bourse a progressé parce que on a investi dans les ressources humaines, on a investi dans la formation, on a investi dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et tout ça, on est en ce moment sur ce sujet-là. Moi, je suis dans une société de conseil, on essaie de travailler sur des indicateurs qui permettraient d'intégrer cela dans un système de ressources humaines, les SIRH. Parce qu'aujourd'hui, à part la paye, enfin des choses qui sont qui ne valorisent pas le capital humain, le capital humain n'existe pas puisque c'est du capital immatériel. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour les formations de demain et les managers de demain. Alors, on avait commencé avec un peu de retard et c'est pour ça que je me suis permis de dépasser notre 18h15 imparti, mais ça a obligé Yazid Sabeg à nous quitter avant la fin. Est-ce qu'il y a une dernière question qui serait une question ou de la salle ou des étudiants? Oui, alors... Il y en a deux, mais on va en prendre qu'une, donc ne vous battez pas. Alors, la question est assez remarque. Sur la question du handicap, on a quand même le sentiment que l'État est quand même content de toucher la taxe que une entreprise compte dans l'espace, notamment de handicapés, alors que pendant ce temps-là, on esclavagise les handicapés dans des centres qui s'appellent les centres d'aide par le travail. Ils sont sous-payés, même moins que sous-payés. Et ça arrange qui? Ça arrange les entreprises qui font travailler des handicapés à un coût extrêmement réduit. Moi, je pense qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie quand même de la part de l'État, et on pourrait quand même dire on arrête ce système, on garde les centres d'aide par le travail qui sont peut-être indispensables pour certains personnes handicapées, mais pour le reste, on arrête ce principe absolument hypocrite de la taxe et on oblige les entreprises à embaucher un certain nombre de personnes handicapées, et si elles ne les embauchent pas, là on prend des mesures, on va dire, dans une tiers. Ça évidemment, ça suppose une véritable mobilisation contre les effets du handicap, et je suis persuadé que ça ne suffira jamais, pratiquement jamais, parce qu'il vaut mieux toucher une taxe pour le fait de Vous avez une réponse, Kag? Oui. Moi, dans cette question de la diversité, j'essaie d'être pragmatique et simple. L'État, il y a des choses sur lesquelles je peux les reprocher. Pour l'expérience que j'ai avant d'arriver à la charte, les centres d'aide pour les personnes handicapées sont nécessaires. Ils remplissent un travail que ne peut pas faire une entreprise. Et les handicaps sont pluriels. Nous avons quasiment presque 7 millions de personnes en situation de handicap. Et nous ne voyons que les handicaps visibles. Et donc, je pense que ces centres-là sont utiles. Les entreprises ne peuvent pas, aujourd'hui, tout absorber. Il faut qu'elles fassent des efforts. Et donc, je pense qu'il faut moduler. Et on ne peut pas fermer ces centres-là. Mais en même temps, là où je vous rejoins, il faut davantage être incitatif par rapport aux entreprises. J'ai vu des entreprises intégrer les personnes en situation de handicap. Et c'est là où on dit qu'il y a un investissement, mais on est gagnant. Quand on fait des aménagements pour des personnes en situation de handicap, en réalité, on ne le fait pas que pour ces personnes, on le fait pour tout le monde. Tout le monde est gagnant. Quand on apprend à être attentif à une personne malentendante, malvoyante, on crée d'autres conditions de travail qui favorisent, je dirais, la compétitivité et la performance. Donc, c'est les deux. C'est la stratégie du caméléon, tenue par la queue, tenue par les pattes. C'est ça qu'il faut faire. Bien. Eh bien, il me reste je pense, bon, alors d'accord, on prend la dernière question. Non, ce serait juste une petite question. En fait, en 2008, M. Sarkozy avait dit « Je veux que le CV anonyme devienne un réflexe pour les employeurs ». J'aimerais aujourd'hui savoir où est-ce qu'on en est sur le CV anonyme. Est-ce que, pour les chefs d'entreprise, est-ce que vous serez d'accord justement pour une généralisation du CV anonyme? Du CV anonyme. Écoutez, bon, au MEDEF, c'est une initiative qu'on a reçue, on va dire, plutôt favorablement. C'était une expérimentation. Plusieurs entreprises l'ont utilisée. On va dire c'est un outil
c'est pas l'outil le plus... Il est perfectible, parce qu'en fait, il est assez mal perçu par le candidat, puisqu'en fait, c'est le déni de son identité que l'on met à travers un CV anonyme. Donc, c'est vraiment pas la panacée. Donc, les entreprises, pour certaines, l'utilisent. Il y a d'autres outils maintenant, comme comment dirais-je, le système des habiletés. Des habiletés. Il y a également le CV vidéo, qui est, alors là, du coup, celui-ci, juste l'inverse. Donc, bon, moi, dans notre entreprise, on ne l'a pas utilisé parce qu'en fait, il y a aussi un aspect adaptation. Comme on est sur un système un peu informatisé, c'était assez difficile de le mettre en place. Donc, c'est encore des grandes entreprises qui l'ont mis en place, qui l'ont expérimenté, mais je ne sais pas si chez... Non, écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Soumia. Quand on recrute, on veut connaître la personnalité des gens. Enfin, c'est un ensemble de critères. Donc à partir du moment où on n'a pas une espèce de barrière à l'entrée, comme tu as pu décrire peut-être certaines PME ou certaines attitudes de société, je crois que je ne dis pas qu'on fait tout bien dans des sociétés internationales à culture européenne anglo-saxonne comme est Unilever, mais il me semble que sur certaines choses, pour parler avec des collègues de la même génération qui travaillent dans des sociétés, on va dire, plus françaises, on a dépassé ce stade-là. Pour moi, c'est un débat complètement dépassé aujourd'hui. Les gens viennent avec leur personnalité, leur identité, leur formation. Évidemment, c'est la qualité de la formation et tout. On utilise aujourd'hui de plus en plus des systèmes pour des présélections qui sont des systèmes sur Internet. C'est-à-dire que quand vous allez passer un entretien pour avoir un stage ou un boulot, c'est déjà une deuxième phase ou une troisième phase, puisqu'il y a déjà eu un écrémage naturel de sélection de dossiers sur Internet. Après, il y a souvent une interview téléphonique où l'individu n'est pas en face. Et après, uniquement, il y a le processus de sélection finale où on voit, je dirais, l'intégrité de la personnalité du candidat, sa manière d'être et tout. Mais personnellement, je trouve que c'est une mesure, enfin pour moi, qui me choque un peu. Mais peut-être je le juge de par la culture dans laquelle je travaille. Donc je ne veux pas dire et rejeter ça en disant ça n'est pas un bon système. Pour une société comme Unilever, ça me semble être un système complètement d'arrière-garde. Pour une société qui est déjà naturellement diverse ou diversifiée, oui, enfin, on peut faire mieux. Toujours, on peut faire mieux, et notamment dans le handicap. S'il y a un domaine, dans les PME, c'est pas évident. S'il y a un domaine dans lequel ma société en France doit progresser, c'est le handicap. Ça, c'est une certitude. On a fait d'ailleurs cette année, c'était très intéressant, une sensibilisation des managers au handicap. On a invité une troupe de théâtre qui met en situation des situations de management avec des personnes handicapées. Et j'ai trouvé que dans ma société, et je le dis très ouvertement, ça n'avait pas généré une forte mobilisation. Pourtant, j'étais là dans les ateliers. Donc s'il y a un domaine, et alors là, je le prends à titre personnel, sur lequel il faut progresser, et c'est peut-être là où on a les challenges les plus grands sur l'adaptabilité de l'outil de travail, c'est sur le handicap. Désolé, je fais un petit aparté, mais je voulais juste dire. Je suis le CV anonyme, parce que je suis d'un avis un peu nuancé, justement. Parce que j'étais sur cette position-là, mais en même temps, moi, il y a quelques années, j'étais directeur de la politique de la ville. Et dans le meilleur des mondes, on peut faire comme ça. D'abord, ce n'est pas la panacée. Mais quand on a des jeunes qui, après avoir envoyé jusqu'à 1000 CV, et personne ne leur répond, et personne ne l'accueille, même pour lui laisser la chance de se vendre, de se dire, oui, je ne t'aime pas, ou ta tête ne me plaît pas, et je ne veux pas. Moi, j'ai vu des jeunes détruits, parce que c'est le déni de leur personne. Et c'est là où, après avoir été très prudent par rapport au CV anonyme, je me dis, ce n'est pas une panacée, mais c'est un pas. Ça ouvre la porte à ce que le jeune ou la personne, c'est même pas une question de jeune, puisse avoir l'occasion de changer avec le recruteur. Et ce n'est pas une solution finie, mais au moins c'est un pas. C'est un peu comme les quotas pour les femmes, quand on finit par les accepter parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre solution, mais c'est vrai que ce n'est pas une bonne solution a priori, qu'on préférait ne pas en avoir besoin. Alors j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de questions, mais bon, on va être obligé d'arrêter là quand même. Mais si certains de nos invités veulent rester et continuer à dialoguer avec vous, je crois qu'ils vont pouvoir le faire. En tout cas, merci beaucoup. C'était passionnant. Et puis bravo pour cette initiative pour Dauphine. Oui, je tiens à vous signaler qu'il y a un cocktail à la suite de ce débat qui a lieu dans le bar des étudiants, donc vous êtes tous conviés.
Et je voudrais aussi remercier notre partenaire LCL.